Ce matin, je me suis tapé un film sur la collaboration de 3h20 et j'ai envie d'en parler, forcément, de ce film-là et plein d'autres. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, des mini-critiques de films que j'ai vus récemment avec le gros film quand même de cette semaine, Les Rayons et les Ombres. Je vais parler de ces films par ordre de visionnage. Il y aura les timecodes dans la description, le compteur épinglé. Ça exclut évidemment tous les films que j'ai déjà traités en vidéo ou ceux que je vais traiter bientôt. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir le Pixar, malheureusement, j'ai énormément de travail et je prends bientôt des vacances, donc vraiment c'est pas possible. J'en parlerai à mon retour de vacances du Pixar, vous inquiétez pas. Vous m'excuserez, hein, c'est mes premières vacances de 2 semaines, genre depuis 2023 je crois. En tout cas depuis que je suis influenceur à temps plein, c'est la première fois. C'était un peu compliqué, j'ai un peu mal géré mon temps. Depuis fin janvier, je bosse les vidéos et les TikTok et tout pour partir en vacances. Et malheureusement, c'était pas assez de temps quoi. Mais vous inquiétez pas, hein, pendant mes vacances, il y aura quand même des vidéos. Rien ne va changer pour vous. C'est un avis rapide, pas une critique complexe, détaillée comme d'habitude. C'est un avis sans spoiler. Et je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Et vous pouvez évidemment me suivre sur Letterboxd et Serialized pour avoir encore plus d'avis. J'ai envie de commencer avec les films des César, dont La Petite Dernière, qui raconte l'histoire d'une femme musulmane gay. Et c'est elle qui essaie de vivre cette vie. Est-ce qu'elle va faire son coming out ou pas? Est-ce qu'elle est ok d'être gay et en même temps musulmane? C'est un peu ça le sujet de l'œuvre. Et j'avoue que même si j'ai trouvé le film très bien, hein, franchement objectivement c'était un très bon film. Afia Aziz, elle a fait un super travail de mise en scène et s'inspire clairement beaucoup de Keshish dans le côté naturaliste de la chose. Mais je suis un petit peu déçu parce qu'en fait si t'enlèves le côté islam et homosexualité du film, bah, il reste plus grand chose. Et c'est que c'est pas vraiment un film qui parle de l'islam, c'est plus un film qui parle d'une romance gay habituelle, qui parle de potentiellement faire son coming out. Et c'est vrai que la partie la plus intéressante de l'œuvre est peu présente malheureusement. Et pour moi, ça en fait un film juste voilà classique LGBT comme on en a vu plein à plein de moments différents dans l'histoire du cinéma. L'œuvre se concentre beaucoup plus justement sur le fait de s'assumer de manière assez classique plutôt que le point de vue un peu nouveau d'après moi qu'on aurait pu avoir par rapport à l'islam. Et je demande pas qu'elle enlève, comme j'ai vu les gens sur Twitter me critiquer, elle enlève son voile, qu'elle dise fuck l'islam et tout. Non, ça je m'en fiche. C'est juste que pour moi, d'un point de vue juste purement cinéphile, c'était un truc un peu nouveau quoi. J'ai jamais vu de film où le personnage principal était à la fois homosexuel et musulman. Tu vois, il y avait un truc intéressant. Et ils en parlent pas beaucoup, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai trouvé le film très bien. J'ai beaucoup aimé. Hein. Pour vous dire, j'ai mis 3 sur Letterboxd. Pour moi, c'est une bonne note. J'ai aimé l'approche naturaliste de la réalisatrice. J'ai trouvé la mise en scène vraiment intelligente. L'actrice principale, Nadia Meliti, est super douée. Elle a gagné le César à juste titre. Et ça alterne beaucoup entre elle qui s'assume et des silences. C'est certes le schéma classique un peu du choc des identités, d'émancipation et ce côté un peu genre non-conformité à la société. C'est quand même bien rythmé grâce à la découverte de plusieurs personnes, que ce soit des romances ou pas. D'ailleurs, il y a des passages un peu, je trouve, discutables sur la dépression par exemple, mais ça met bien en avant les personnes queer et les défis personnels de chacun, mis en parallèle avec évidemment notre protagoniste qui, oui, a du mal à se retrouver dans ce monde et c'est justement un rite initiatique et une sorte de coming out en même temps et c'est ambigu parce que tu sais pas quoi ressentir par rapport à elle, elle non plus elle est un peu perdue. Bon, c'est intéressant, j'ai bien aimé, mais vu l'originalité du sujet, je reste un peu sur ma faim, je trouve qu'il aurait dû aller un peu plus loin, mais ça reste bien, je le conseille. Sinon, j'ai vu le film qui a gagné le César du meilleur film, c'est L'Attachement. Et alors là, L'Attachement, franchement, j'ai détesté, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Grosse sieste. Clairement, L'Attachement, ça raconte l'histoire d'une femme qui va commencer à passer du temps avec l'enfant voisin. Pourquoi? Car la mère de cet enfant est décédée, le mari, père, est un petit peu perdu, et c'est elle qui va s'occuper de cet enfant. Et honnêtement, hein, c'est insupportable comme genre de film parce qu'ils vont tout expliquer à haute voix constamment. Ça devient insupportable, je trouve, et c'est tellement prévisible, genre tu devines tout le film, mais tellement rapidement, il n'y a aucune surprise. Alors oui, le concept de famille recomposée, d'émotions contradictoires entre les personnages qui souffrent du deuil, elle qui tient une bibliothèque féministe et tout, il y a pas mal d'arguments intéressants sur comment on gère le chagrin, comment on gère l'amour, l'enfance, l'innocence, ce fameux féminisme et tout. C'est tellement cousu de fil blanc, tu t'attaches tellement pas au personnage. Moi, j'ai rien ressenti tout le long du film. T'as un personnage, surtout celui de Raphaël Quenard, insupportable tout le film, et je pense que le film perd en qualité. Il y a trop d'intrigues, c'est le bordel, il va raconter trop de choses, ce film. Alors, les acteurs sont bien, encore une fois, mais il n'y a pas d'idée de mise en scène, c'est très plan-plan, et vous regardez pas l'image, vous avez toutes les informations parce qu'ils disent tout à haute voix tout le temps. Donc, comment ce film a gagné le César du meilleur film? Pour moi, c'est incompréhensible. Honnêtement, hein, ne perdez pas votre temps. Je sais plus quand est-ce qu'un César du meilleur film m'a autant ennuyé et déçu. Je ne peux pas vous le conseiller du tout. Il y a un autre film que j'ai trouvé cependant un peu plus intéressant, et encore, c'est La Venue de l'avenir. Bah oui, je me suis rattrapé tous les films nommés au César, parce que c'est mon travail aussi. Et pareil, énorme sieste devant ce film qui va alterner entre le présent et le passé.
pour créer des liens thématiques et de mise en scène entre plusieurs générations d'une même famille qui découvrent une sorte d'héritage culturel et ils débattent sur comment gérer le fameux héritage. Au fait, l'intérêt du film, c'est vraiment la structure des deux époques qui se rejoignent pour parler de famille, pour parler de comment on gère la technologie d'aujourd'hui, l'influence par exemple, comment on gère justement un héritage qui est à la fois émotionnel, culturel, symbolique. L'art est clairement au centre du récit comme une sorte de force au fait qui va tout lier. Et c'est plutôt une bonne idée, ça pour le coup. C'est une sorte d'ode à la liberté, à la beauté du monde, surtout via un Paris et son évolution qui devient limite un personnage et qui évolue comme les personnages. Après oui, pour moi ça reste franchement très film de riche, sans problème quoi. C'est une version très idéalisée du monde, mais je trouve que ça fonctionne pour ce que c'est. C'est pas mal en termes d'émotion, il y a des petits moments un peu mignons, ça en fait un petit peu des caisses, mais les personnages ont une bonne alchimie, c'est bien joué. Surtout Suzanne Landon, que moi j'avais détesté dans son propre film, mais là je trouve qu'elle est vraiment douée, qu'elle a du talent. Ces 2 heures par contre, c'est beaucoup trop long, c'est un peu naïf, mais il y a une vibe un peu sympathique quoi. Cette naïveté fait aussi un peu du bien. C'est pas horrible, hein, mais c'est difficile à conseiller et il n'y a pas assez d'idées, je trouve, mis à part ce lien entre les époques qui est fait. C'est très très bateau, mais ça va, c'est pas une torture. Contrairement à 13 jours, 13 nuits, quelle catastrophe. Quelle catastrophe, le gros blockbuster à la française qui a pas très bien marché, hein, ça fait 400 000 entrées. Pour moi, c'est pas possible. Hein. Franchement, c'est l'une des plus grosses catastrophes industrielles françaises que j'ai vues récemment. C'est le film le plus cher avec Chien 51, que j'ai pas vu non plus, d'ailleurs, je vais être honnête. Mais mis à part les décors, le nombre de figurants et les effets spéciaux, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? Il y a rien. Il y a rien du tout, quoi. C'est le vide absolu, quoi. C'est une sorte de sous-Catherine Bigelow, mais version française au Moyen-Orient, thématique classique sur la morale, qu'est-ce qu'il faut faire, le chaos politique suite à l'interventionnisme français, l'aspect héroïque des gens sur place, mais imparfait. Il y a aussi ce travail de mémoire, forcément, par rapport à ce qui se passe dans le pays. À la limite, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre l'idée de dire, ok, on fait un travail de mémoire, on va un peu donner ces lettres de noblesse aux gens qui ont vécu ça. Mais honnêtement, mais quel enfer, quoi. Franchement, en termes de film, c'est pas possible, quoi. C'est 2 heures sans événement, sans originalité, sans aucune tension. Il se passe rien tout le long du film. J'aurais limite plus apprécié au moins une version genre ultra patriotique ou plus de tension, plus d'action. Mais là, c'est 2 heures de vide, quoi. On te prend pour un con, le film n'ose rien. C'est super lisse. C'est en fait du Catherine Bigelow à la française, sans aucun talent et sans comprendre l'essence de ce qui marche bien dans du Catherine Bigelow. Pas un moment de tension ou de stress. Pourtant, le film, il essaie de créer ça tout le temps. Heureusement que techniquement, ça passe, quoi, avec quelques plans séquences, des gunfights, entre grosses guillemets, hein, qui sont plutôt cool. Et les personnages qui jouent plutôt bien avec ces acteurs qui ont un petit truc. Mais les intrigues, l'émotion, l'attachement que tu peux ressentir à cette situation, ces personnages... C'est une catastrophe, c'est oublié. Pour moi, c'est une démo technique à la française. En mode, regardez, les Américains, le marché international, on peut faire des films avec de l'argent, du budget et tout, et c'est impressionnant. C'est du sous-américain comme pas possible. Et de toute façon, nous, quand on fait des blockbusters, c'est des blockbusters sous-américains. Et c'est une catastrophe, et là, c'est une perte de temps comme pas possible. C'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. J'ai trouvé ça inintéressant au possible. C'est très bien que je l'ai pas vu en salle parce que j'aurais détesté, je l'ai vu à la maison et c'était très bien comme ça. C'était pas bien, c'était nul, hein, mais vous comprenez au moins l'idée, je me suis pas infligé ça en salle. Ensuite, j'ai vu La femme la plus riche du monde qui est vraiment pareil, une perte de temps absolue. Alors, encore une sieste, hein, pour le coup, oui, les acteurs sont bons. Ça raconter l'histoire de la femme la plus riche du monde, comment les gens vont un peu faire du parasitisme social et économique par rapport à elle, que ce soit des gens inconnus qui viennent des amis ou la famille. Mais en gros, c'est digne d'un téléfilm répétitif et insupportable, à cause encore une fois de dialogues explicatifs, du manque d'idées visuelles. C'est constamment la même chose en boucle. Franchement, à partir d'un moment, je me suis dit, mais attends, ça fait 2 heures le film, il existe. Et il se passe la même chose en boucle constamment. Le film est un peu sauvé par les relations entre personnages qui vont parler de solitude, de pouvoir, de manipulation, de différence de classe aussi forcément, et de liberté dans une guerre familiale pour l'argent et la domination. Et la question d'héritage est pas mal aussi, hein, surtout que ça alterne entre comédie et drame, plutôt de manière réussie, je trouve, mais que c'est plat, quoi, en termes de mise en scène et tout. En fait, c'est un téléfilm avec des acteurs de renom, quoi. Alors oui, Lafitte, il a mérité son César, il a gagné, tant mieux, mais rien ne se dégage de l'œuvre, quoi. Mis à part ça, mis à part les acteurs... Ça va pas, hein. Même en termes de dialogue, c'est les acteurs qui sauvent le truc, hein, plus qu'autre chose. J'aime bien le côté interview, hein, pour donner un aspect un peu documentaire à la chose, mais ça rajoute pas grand chose au film non plus, quoi. Au moins, il tente un truc. Mais le lien entre politique, famille, milliardaire est aussi tellement mal exploité. En fait, il veut attaquer plein de sujets différents tout le temps, constamment, et t'es en mode, ok, ça parle de quoi ? Il y a trop de trucs, ça va dans tous les sens. Heureusement que les acteurs sont là pour sauver le truc, parce que c'est un film d'acteurs. Mais sinon, franchement, c'est aucun intérêt pour moi et je ne peux pas le conseiller. J'ai vu enfin un bon film des Césars, j'ai envie de vous dire que j'ai rattrapé. Alors, la petite dernière, c'était bien, j'avoue. C'est Le Chant des Forêts. En fait, Le Chant des Forêts, c'est très sympa car justement, grâce à l'ambiance sonore et visuelle, on se tape quand même une grosse dose de mélancolie dans une forêt qui, grâce au regard de cette famille, semble à la fois beau
et triste, et c'est ça qui est dingue, quoi. C'est la manière dont c'est une histoire générationnelle qui parle de transmission via l'art, de se cacher pour admirer, de capturer l'instant présent avec les animaux, mais aussi les relations familiales. C'est un film, en fait, sur le fait de tendre l'oreille, c'est s'intéresser à sa proximité, tout en mettant en avant l'importance de préserver la nature. Et en fait, c'est ça qui est fait dans le film, c'est le lien entre le corps humain, le corps des êtres vivants de la forêt, et en général, comme si l'humain était à la fois l'intrus et bienvenu dans la forêt. Alors visuellement c'est magnifique, hein, c'est des plans de ouf, un travail sur le son qui est dingue, ça a mérité pour le coup ça c'est César parce que c'est vraiment incroyable d'un point de vue de la photographie et de ce que ça dégage et de l'ambiance et tout, et ça en fait un film qui est à la fois touchant, qui est reposant, c'est contemplatif et beau, mais c'est pas vide parce qu'il y a un cœur émotionnel d'une famille sur plusieurs générations et ça raconte vraiment quelque chose, et il y a des liens qui sont faits, qui sont beaux et forts tout le long, quoi. Donc il y a une sorte de mise en scène un peu éthérée. Bref, le film a cartonné, ça fait 1 million et quelques d'entrées, c'est normal parce que c'est à la fois un bel hommage à la nature, à la famille, à la transmission, à l'art, la culture et les êtres vivants et le fait de vivre en communion, et c'est très bien pour le coup. Et il m'en reste un dernier des Césars, c'est Dossier 137, et c'était très très sympa, je l'ai raté en salle pour le coup, mais c'est l'enquête de l'IGPN pour découvrir la vérité sur une bavure policière, et le film est structuré de cette manière, c'est un thriller policier sur la police, avec les différents éléments du puzzle qui s'emboîtent au fur et à mesure et qui créent un côté un peu ludique pour le spectateur pour le coup. Évidemment que le film va critiquer les policiers qui jouent au cow-boy en utilisant la force, la violence par pure envie de vengeance, mais il va s'intéresser surtout à comment le système fonctionne. C'est ça qui est vraiment fascinant dans le film, c'est pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette manière et pourquoi ce comportement est-il facilité. Pourquoi ils peuvent faire des bavures comme ça tout le temps. Il y a une bavure qui a eu lieu là hier en France, il y a des vidéos et tout, le mec il s'est pris une grenade dans la gueule, et le film va parler de ça. C'est comment est-ce qu'on a un système qui est au fait un système qui a échoué, quoi. Il y a un vrai débat sur l'échec moral et systémique qui oppose donc les policiers, les syndicats, les citoyens qui n'ont rien fait mis à part utiliser leurs droits, quoi. Il y a toute une notion de loyauté mise en avant, et quelle limite aura la justice au fait dans cette situation, parce qu'ils prennent plein de points de vue de comment ils vont débattre la chose, ils vont avoir vraiment beaucoup de choses de ce point de vue là qui va trancher comment il y a une sorte de fracture de classe sociale aussi, ça qui est bien, il y a un côté vraiment social à la chose avec plein de gens différents, de différents milieux, avec différents métiers, et ça redéfinit un peu le rôle de la police, et je trouve que c'est intéressant dans notre démocratie à nous de parler de ça, et surtout de mettre l'humain au centre de tout ça. Donc j'ai bien aimé aussi la critique des médias, parce qu'en fait on découvre le crime via enregistrement, audio, vidéo, témoignage, et c'est un puzzle, et du coup le montage il est hyper important, la manière dont ils travaillent tout ça, c'est vraiment bien fait, ils interprètent bien les extraits tout le long du film, on nous met à la place de l'enquêteur. Franchement, c'est super et je ne peux que vous le conseiller, c'est très bien. Avec la petite dernière, Un chant des forêts, je trouve que c'était parmi les films les plus intéressants que j'ai rattrapés pour les Césars. C'était pour mes rattrapages des Césars. J'ai revu Beautiful Boy avec Timothée Chalamet car j'ai fait une vidéo sur sa carrière récemment, vous pouvez trouver sur la chaîne. Et je voulais savoir si j'aimais vraiment bien le film parce que je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu à l'époque, en 2018 du coup. Est-ce que je l'aimais toujours autant? Et un petit peu moins pour le coup. Bon, c'est l'histoire en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un homme interprété par Timothée Chalamet qui est accro à plein de drogues, dont l'héroïne. Et oui, il n'arrête pas de devenir accro constamment, c'est à travers plusieurs années que ça se passe, et il y a son père interprété par du coup Michael Scott, clin d'œil, Steve Carell qui doit s'en occuper, et il y a des gros problèmes de rythme tout le long, c'est tire-larme à mort, ça veut te faire chialer constamment, ça en fait des caisses, il n'y a même pas vraiment une volonté sérieuse je trouve d'attaquer le sujet de l'addiction, et c'est un petit peu dommage. L'impact sur la personne en question, mais aussi les proches qui en souffrent énormément, est présent, ça pour le coup, mais ça s'intéresse pas vraiment au côté scientifique, biologique de l'addiction, c'est plus vraiment le côté émotionnel, et c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, c'est un choix, pourquoi pas. C'est un cycle qui se répète pour le père et l'addict, une vraie confrontation entre la responsabilité de chacun et un questionnement sur comment sauver cette personne. C'est presque tout autant un film sur être père qu'un film sur comment gérer l'addiction. Et oui, c'est sympa quoi. J'ai rien à dire dessus, c'est sympa, ça se regarde, c'est cool. J'aime bien la narration non linéaire, pour le coup ça c'est une bonne idée, mais il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène quoi. C'est très plan-plan, c'est sympa, après les gens ils jouent bien, le sujet est sérieux, mais ça en fait constamment des caisses je trouve, mais ça mélange bien souvenirs, drame, un peu de liberté, rite initiatique et tout. En vrai c'est un bon film, voilà, c'est sympathique, je le conseille, mais je l'ai un peu revu à la baisse depuis récemment quand je l'avais vu en 2018 quoi. Mais ça reste bien et c'est très sympa quoi.
Là, je vais me faire détester parce que j'ai vu Le Rêve américain. Alors, Le Rêve américain, franchement, tout le monde adore et ça cartonne. Tant mieux parce que le film est très sympathique, mais c'est pas mon cas. Alors, pour le coup, me concernant, moi, j'ai pas du tout adhéré au concept. J'ai trouvé ça très très moyen. C'est l'histoire de deux agents de basket français qui partent de zéro pour essayer de percer à la NBA aux USA évidemment avec des joueurs français donc locaux. Et la morale de côté sur le délire, vous savez, quand on veut on peut, le côté méga capitaliste de la chose qui demande aux gens de tout sacrifier dans leur vie pour potentiellement toucher la gloire. Je trouve que le film a un vrai problème aussi de rythme et de structure narrative parce que le côté un peu macroniste mental, on sait que c'est pas bien pour la société, on sait que c'est pas bien pour les personnes individuelles et que tu souffres beaucoup et qu'il y a un biais du survivant extrême. Donc la morale est un peu nulle quoi. Mais c'est typique de ce genre de film, c'est Le Rêve américain, donc faut que la morale soit nulle, c'est le concept du film. Mais bon, n'allez pas sacrifier votre vie parce qu'il y a un biais du survivant de ces gens-là quoi. En tout cas, c'est beaucoup trop long, je trouve, comme film, parce que c'est 2h07, dont plein d'intrigues secondaires qui n'impactent, je trouve, en rien l'histoire, juste là pour ajouter du pathos, tenter de développer des personnages alors que le travail aurait dû être le cœur du récit. Pour moi, ils auraient dû développer les personnages via le travail et le film est juste, mais quasiment qu'un enchaînement de montage quoi. C'est insupportable en termes de rythme, c'est des montages d'administratifs, des montages d'entraînement, de voyage sur de l'hip-hop ricain ou alors des scènes de dialogue tragiques et faussement émouvantes sur du piano. Ce schéma en boucle pendant 2 heures, franchement, le film aurait pu tenir en 1h20, 1h30 s'il avait une identité, un vrai rythme et tout, mais il veut tellement singer les Américains pendant des heures, c'est insupportable. Ça fait vraiment film américain, vous savez, des années 90, mais à la française, encore une fois. Du coup, il n'y a pas vraiment d'âme. C'est pour ça que les gens ils aiment bien ce film, hein. C'est que c'est vraiment très très ricain. Il y a plein de références évidemment, hein, mais c'est un film qui se concentre sur la relation entre Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard que j'aime bien. Je trouve que les deux jouent bien, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie, je trouve qu'ils évoluent bien. Et la vraie chose qui est positive dans le film, c'est leur connexion, c'est la manière dont ils parlent ensemble, dont ils travaillent ensemble. Et il y a un vrai truc par rapport à ça. La figure de la mère aussi, je la trouve super intéressante et bien gérée, mais trop peu présente dans le film. Il y a plein de mères dans le film qui seront vraiment importantes pour l'histoire, mais sont toujours dans un coin du film quoi. Et c'est un peu dommage parce que c'est limite plus intéressant que le basket, parce que oui, au fait, ça passe tellement de temps sur le basket, hein. C'est les Avengers du basket pour le coup. C'est un film qui veut être à la fois Moneyball, Coach Carter, Good Will Hunting avec le côté motivant, psychologique, Rocky, vous savez, le truc encore une fois, quand on veut un peu à la recherche du bonheur aussi, il faut tout sacrifier pour réussir. C'est le mythe du self-made man et son discours de motivation constant. Bon, la mise en scène, elle est ok, hein, ça plagie tous ces films américains que je viens de citer. Je trouve que c'est indigeste, je trouve que c'est une pâle copie de bien meilleurs films sur l'ambition. Et en général, quand un film français essaie de copier les Américains, c'est rarement bien. Et là, c'est encore une fois ça, hein, c'est pas bien. Enfin, pas bien du tout, j'exagère, mais c'est pas terrible. C'est regardable et je comprends pourquoi les gens vont adorer. Parce que c'est typiquement ce que les gens aiment bien dans les films américains, mais les Américains pour le coup le font mieux. Et pour une séance de cinéma, 2h10, c'était, je trouve, trop long. Après, j'avoue que j'aime bien que ça marche aussi, et ça marche bien, 500 000 entrées pour l'instant, parce qu'au fait, ça reste cool comme proposition, ça reste sympa. Et Jean-Pascal Zadi, je trouve qu'il mérite un succès aussi, vu l'énorme flop qui était le grand déplacement. Il mérite voilà, d'avoir un film où il perce et de continuer à avoir une carrière et tout. Mais bon, j'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai trouvé ça moyen, parce que c'est juste voilà, de l'américain, mais chez nous, et donc c'est moins bien, quoi, parce qu'on n'arrête pas de les singer, et on fait pas mieux qu'eux, quoi. C'est toujours comme ça, hein. Sinon, j'ai vu un film britannique qui est vachement bien, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est I Swear, qui sort là, début avril, ça s'appelle Plus fort que moi. C'est donc le film sur le fameux personnage qui a dit le N-word au BAFTA. C'est un biopic sur cet homme qui a Gilles de la Tourette, et c'était très très sympa. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que Robert Aramayo, qui est donc l'acteur principal, que vous connaissez pour le jeune Ned Stark, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir évidemment, il est super et mérite son BAFTA parce qu'en fait il joue quelqu'un qui est très réservé tout le film, mais réagit fortement lorsqu'il a ses tics, lorsqu'il dit des choses horribles tout le temps, et ça crée un contraste qui marche bien, qui est plaisant dans l'œuvre, car on alterne entre comédie et drame tout le long, vu la gravité de ses paroles. Mais c'est pas volontaire, mais forcément les gens ne le savent pas parce que c'est les années 90, les gens ils connaissent pas assez le titre de la Tourette, ils sont pas assez éduqués, donc il va dire des choses qui sont à la fois des agressions sexuelles, il va même toucher des gens, il va dire des choses qui sont inadaptées, racistes, ce genre de choses, et c'est un peu la force du film, hein, c'est d'être à la fois touchant car il parle d'un handicap qui est rare, qui est vraiment rarement mis en avant aussi au cinéma, que peu de personnes comprennent, mais sans être misérabiliste.
En fait, il reste digne et refuse de s'excuser, même lorsque, littéralement, frappé à cause de sa condition. Il va se faire agresser, ce genre de choses. Et c'est un mec qui refuse de nier qui il est. Il est comme ça, il n'a pas le choix, c'est sa vie. Et c'est un film sur comment vivre en communauté, que ce soit en famille ou en ville, et sur comment représenter quelqu'un avec une maladie fortement visible, fortement problématique, comment le montrer pour pas qu'il soit un monstre pour la société, comment le montrer pour pas qu'il soit un danger non plus. C'est encore plus frappant car il habite dans une sorte de petite ville un peu laissée à l'abandon par le Royaume-Uni. C'est très bonne vibe, c'est très chaleureux, feel good avec quelques surprises et petits twists assez surprenants, mais c'est vrai que c'est léger en termes de mise en scène, il n'y a pas beaucoup d'idées, le film veut porter un message et ça marche, mais ça s'arrête un petit peu là. Donc si vous voulez voir un film qui est très cool, qui est sympa, qui mérite d'être vu, c'est sympa, voilà, I swear, ou au cinéma là, début avril, plus fort que moi, allez-y, c'est très cool. Sinon, on va bien rigoler là, parce qu'en fait, j'ai vu les Cadors, et les Cadors, je comptais pas le voir, hein, c'est ça la vérité, les Cadors, je m'en fiche un petit peu, j'allais jamais voir ça au cinéma, mais c'est Jérémy Ferrari qui m'a contacté, on a parlé de pas mal de trucs, et je lui ai dit, bah viens, on va faire Rage Bait ensemble, viens dans mon émission, on va parler de ton film et tout, et vraiment à la base, je ne comptais pas voir ce film, je comptais jamais le critiquer, parce que c'est pas mon délire, mais je l'ai vu, forcément pour préparer l'émission, pour parler du film avec lui, donc je l'ai vu. Et mon avis, c'est que j'ai trouvé ça inintéressant au possible. Alors, pas en termes de mise en scène, parce que ça va, je trouve qu'il s'en sort bien pour un premier film, mais en termes d'humour, j'ai trouvé ça horrible. Alors, c'est pas du tout mon humour, hein. J'ai vite compris ça, j'ai vite remarqué, et je pense vraiment au premier degré que les gens qui aiment Jérémy Ferrari, ils vont adhérer aussi à ce film. Alors moi, j'ai rarement souri, j'ai rarement été diverti. J'ai trouvé ça affreusement long, c'est 1h37, désolé j'ai mis sur cette vidéo, hein, mais je trouvais ça tellement long parce que rien m'a fait sourire, j'ai trouvé ça gênant de A à Z me concernant. Les acteurs s'éclatent, ils s'amusent, ça se voit qu'il y a une bonne vibe, et c'est pas mal fait, hein, je trouve que c'est bien fait, c'est efficace et tout, mais c'est juste qu'en termes d'humour, moi j'étais complètement laissé de côté. Et vu que c'est une comédie qui se base 100% sur l'humour, si t'aimes pas l'humour, bah tu veux pas aimer le film quoi. Et moi j'ai pas du tout aimé l'humour. Il y a des blagues que j'ai bien aimé. Il y en a deux, une avec une meuf qui a pas de bras et la blague de fin que j'ai trouvé très drôle pour le coup. Mais sinon le reste du film c'était dur. C'était dur parce que si tu t'es pas compatible avec cet humour là, tu peux pas aimer le film. Et vu que c'est que ça, et j'ai pas du tout aimé quoi. Du coup j'ai pas du tout aimé l'œuvre en question. J'ai trouvé ça vraiment assez simple. Malheureusement j'aurais aimé qu'il aille plus loin parce que le concept, l'idée, c'est comme le fils de Kadhafi. En tout cas il pense que c'est le fils de Kadhafi, qui est à la recherche du trésor de Kadhafi. Donc il va recruter une fichesse et un puceau un peu incel et tout quoi. Éric Judor, il leur a fait le pain. Et justement, ce concept-là, je l'aime bien, mais il va jamais assez loin. Il est pas assez hardcore, il est pas assez extrême. Je trouve que c'est un film qui est gentillet quoi. C'est un film qui assume pas son concept. Moi je passe toujours d'une de mes comédies préférées, hein. C'est Four Lions. Four Lions, c'est l'histoire de 4 djihadistes qui veulent se faire exploser quoi. Le concept est trop drôle, la comédie elle est géniale et ça devient dramatique forcément. Four Lions, que je vous conseille, un film britannique super avec des acteurs incroyables. Et là, je trouve que ça va pas assez loin, ça assume pas assez son délire, mais il a tenté un truc quoi, tu vois, et on est un peu dépaysé, ça change des comédies françaises populaires, classiques et tout, mais franchement, hein, d'un point de vue objectif, je trouve que le film, il est fonctionnel quoi. Il y a quelques petits trucs sympathiques, ils tentent des choses, ils rebondissent bien en termes de dialogue, mais vu que j'aime pas l'humour, vu qu'il m'a rien fait, rien procuré cet humour, c'était une plaie pour moi, quoi. J'ai pas du tout passé un bon moment devant à cause de ça. Mais je pense que si vous êtes vraiment, voilà, fan de l'humour de Jérémy Ferrari, là, vous allez sûrement passer un bon moment, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça cringe tout long, j'étais complètement désintéressé de l'œuvre constamment. Mais c'était cool de parler avec Jérémy Ferrari, c'était cool de nous expliquer comment il a fait son film, aller voir le Rage Bait qu'on a fait ensemble, ça c'était trop chouette en réalité. Mais pour moi le film, et c'est pas sa faute, hein, parce qu'en tant que réal ça va, et en tant qu'acteur ça va aussi, au fait, objectivement je trouve que ça va. Mais, encore une fois, si vous trouvez l'humour pas bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Donc moi j'ai rien pu faire, peut-être si j'étais au cinéma, parce que je l'ai vu à la maison du coup le film, j'ai reçu un code, enfin un lien pour le regarder, peut-être au cinéma j'aurais plus apprécié parce que les gens auraient eu une meilleure réaction et ça m'aurait mis dans l'ambiance, mais honnêtement, moi pas possible quoi. Je trouve rarement des films drôles et malheureusement celui-ci n'en faisait pas partie. Donc Jérémy, si tu vois cet extrait, cette vidéo, je suis désolé, ça va, t'as fait ton taf et les gens qui sont sensibles à ton humour vont le faire, mais moi je l'ai pas été avec ce film. Donc à titre personnel, si vous aimez l'humour de Jérémy Ferrari, tentez. Si vous l'aimez pas et vous aimez cet humour un peu cringe, un peu gênant, un peu beauf à certains moments, ouais, vous allez bien aimer quoi. Mais moi j'aime pas du tout ça et j'ai passé un mauvais moment durant le film, donc je ne peux pas le conseiller malheureusement. J'ai aussi vu Orwell 2 + 2 = 5, et alors là, franchement, j'aurais adoré aimer le film. En gros, c'est un documentaire de Raoul Peck qui met en parallèle George Orwell,
1984, la montée du fascisme et le monde d'aujourd'hui, quoi. Ça parle de ça. Et c'est peut-être juste marquant si vous suivez pas du tout l'actualité. En gros, l'idée du documentaire, c'est de réactualiser George Orwell, son bouquin, à notre époque. Il y a des extraits du film de l'époque avec de John Hurt et tout, mais c'est vraiment de mettre à jour avec ce qui s'est passé, comment le monde a évolué. Et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'artistique derrière. C'est vraiment pour moi une sorte de reportage plus. Il y a quelques passages un peu sensoriels que j'aime bien, mais c'est plus un film limite que t'écoutes qu'autre chose. Parce que franchement, il n'y a rien à se mettre sous la dent visuellement malheureusement. Mais je pense sincèrement que c'est justement à cause du fait que moi je me renseigne sur l'actualité, c'est un truc que je suis, parce qu'il y a des passages où ils vont comparer le film de l'époque, des images d'actualité, de la narration des derniers moments de la vie de George Orwell, les choses qu'il a écrites et tout, et mettre à jour les informations de son livre avec vraiment les algorithmes, la désinformation d'aujourd'hui, la polarisation de la société, la surveillance de masse et évidemment la nouvelle forme de soumission que subissent les peuples. Oui, c'est important pour les gens, c'est important d'être vraiment intéressé par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais si vous êtes un peu au courant, le film te sort des banalités pendant 2 heures, quoi. Et tu dis, ok, vu que t'es au courant, t'apprends rien. Et je sais que le but d'un documentaire, c'est pas d'apprendre, mais vu qu'il n'y a pas non plus une proposition que je trouve artistique derrière, moi j'apprends rien, et artistiquement, je ne ressens rien. Donc si les gens ne suivent pas l'actualité, ça doit être génial comme film, ça doit être genre hyper important. Genre tu montres ça à un enfant, j'exagère, à un adolescent, un collégien, un lycéen, il doit péter son crâne. Mais quand t'es un adulte, quand tu suis l'actu, quand tu vois un peu les parallèles de base, quand t'es un peu intéressé par ces sujets-là, le film, franchement, pour moi, il n'y a aucun intérêt, quoi. Et il n'y a rien d'artistique derrière suffisamment pour dire « Ah, mais au moins, il y a une proposition cool, il y a un truc un peu unique. » Non, il n'y a pas grand-chose d'unique. Et ça m'a un petit peu déçu parce que l'idée est bien, et c'est peut-être important, mais vraiment pour les jeunes, quoi. Mais les adultes qui sont au courant, franchement, passez votre chemin, c'est 2 heures de « Ah, mais les algorithmes, c'est le fascisme, et regardez, Bolloré, il détient les médias. » Oui, on sait. Merci. Et il n'y a pas d'analyse au-delà de ça. C'est juste « Ah, regarde, ça, c'est comme dans son bouquin, ça existe. » Oui. Oui, on sait. Donc malheureusement, ça va pas assez loin pour moi, mais peut-être les gens vont adorer, hein, peut-être les gens vont être réconfortés dans l'idée de déjà savoir ça aussi, je n'en sais rien, mais pour moi, ça valait pas le coup malheureusement. On va passer à une comédie que j'ai bien aimée, cette fois-ci c'est Alter Ego, j'ai grave kiffé Alter Ego. Alors je rigole rarement durant les comédies, mais celle-ci elle m'a pris au trip, je me suis éclaté, j'ai passé un super moment, c'est vraiment une petite pépite que j'ai adorée. En gros, c'est l'histoire d'un mec chauve qui va avoir un nouveau voisin, et son nouveau voisin, c'est lui avec des cheveux. Mais c'est lui avec des cheveux en plus beau gosse, en meilleur, sa femme est plus jolie aussi apparemment d'après lui et tout. C'est littéralement une meilleure version de lui. Et vu que je rigole rarement au cinéma, c'était pour moi un plaisir de rigoler devant un film, parce que justement, c'est plus qu'une comédie, quoi. C'est une comédie qui devient une sorte de thriller paranoïaque, satirique, sur le fameux French Dream, sur le faux rêve français, vous savez, le rêve un peu pavillonnaire, avec ta Renault scénique, avec ta famille, ton chien, tes enfants. C'est ça l'idée derrière le film. Et Laurent Lafitte, il est génial, évidemment, dans le rôle, car c'est le seul personnage à remarquer la ressemblance entre lui et son nouveau voisin, qui est une meilleure version de lui-même, quoi. Plus beau, plus sportif, meilleur travail. Il est dans le même job que lui, mais son supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est génial. Et tout est vraiment amélioré chez lui, et il représente vraiment ce rêve dans ce style de vie que les gens aiment avoir en général en France, quoi. Ces petites villes, cette communauté, ce genre de choses. Et le film va parler de ce complexe et de cette envie qu'ont les gens à se comparer perpétuellement à des objectifs souhaités par la société, par le capitalisme, auxquels on n'aspire pas tous, forcément. Genre le mec, la version chauve, il est content, il a une belle vie, il est heureux, en fait tout va bien dans sa vie, et d'un coup cette version améliorée arrive, et il se sent mal. Parce qu'il voit la vie qu'il pourrait avoir. Il voit la vie en version améliorée, entre guillemets. Et c'est ça, forcément, qui va le déranger, quoi. C'est un complexe qui vient de nulle part. À cause de la société, il a rien demandé. Et forcément, ça va critiquer un peu cette envie de performance sociale de la part des gens, alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a des gens, ils vont très très bien. Alors, il va pas très très bien, c'est pas parfait sa vie, hein, mais comme toutes les vies. Et d'un coup, il va vouloir outperformer, être meilleur à cause de son voisin. Et ça devient une sorte de lutte entre les deux. T'en as un qui en a rien à foutre, et du coup, c'est forcément très drôle. L'autre, il est fou. Et c'est le seul à remarquer que son voisin lui ressemble. Et c'est le seul à devenir un peu fou, quoi. Donc, ils vont à fond dans le délire. Et le mec, le voisin, il est toujours trop gentil avec lui. Et c'est encore plus drôle, c'est encore plus frustrant pour lui. Et franchement, j'adore la manière dont ça assume complètement le délire. Ça joue à fond sur la comédie, la paranoïa et en même temps la critique sociale. Et je trouve que la fin, encore une fois, elle assume tellement son concept de crise identitaire, de jalousie et d'absurde, tout en jugeant, je trouve, de manière assez juste, sans spoiler la fin,
très bien les personnages, quoi. Franchement, à la fin, tu dis, ok, les personnages, c'est là où ils méritent d'être, c'est là où je les voyais être. Et ça, dans le film, il le fait d'une manière un peu différente, où ça va aussi juger le côté négatif, positif de certains comportements. Et je trouve ça vraiment intelligent. Ils vont jouer sur cette machine infernale de la compétition, du capitalisme, d'une forme de rêve slash réalité un peu brouillée par le protagoniste. Tu sais pas s'il est fou ou pas, si c'est vrai. C'est génial. Donc Alter Ego, c'est un super film que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, regardez-le, c'est génial. J'ai vu ensuite un autre film qui n'a rien à voir. C'est War Machine sur Netflix. Alors là, personne m'aurait convaincu de regarder ce film parce que, en vrai, Alan Richardson, j'aime bien. Mais bon, qu'est-ce que je vais voir un film de guerre et tout, avec des militaires américains en Afghanistan, je sais pas où, propagande américaine, ça va être insupportable, un metteur en scène sympa sans plus, ça va être gaze. Eh bien, il y a un gars qui m'a dit, mec, regarde, il y a un robot géant. Je fais quoi? Pardon? Oui, au fait, le concept, c'est littéralement Predator avec un robot géant à la place d'avoir le Predator. Donc c'est des militaires qui se font tous mais défoncer dans le film par un robot géant. Donc là, l'une des premières scènes, hein, c'est des militaires qui sont tués. Et ensuite, le mec, Larry Judson, il veut devenir un meilleur soldat, un ranger, pour venger la mémoire de son frère. Il s'est fait tuer, je crois qu'en Afghanistan, hein, pour le coup. Et c'est ça qui va le mener à être face à un robot géant. Et ce robot géant va décimer son escouade. Et va être plus ou moins solo face au robot géant. Et c'est trop drôle. C'est littéralement Predator avec un robot géant, Alien. C'est un Metal Gear, le truc, hein, si vous avez joué à Metal Gear Solid. C'est littéralement ça. Et comment, encore un Predator, tu peux comprendre. Tu sais, genre, il y a un truc et tout. Mais comment... littéralement, toi, en tant que soldat uniquement, tu vas te battre face à une créature technologique, alien et tout. Et c'est pas mal, quoi. C'est vraiment un film de gros con bourrin, macho débile, mais il y a des idées de mise en scène, quoi. Et je dis pas ça à la première partie de ma phrase de manière négative. Parfois, j'aime bien les films de gros cons bourrin, macho. Hein. Il y a des trucs sympas par rapport à ça. Mais il y a des idées de mise en scène, il y a une photo qui est travaillée. Ça fait suffisamment kiffer, quoi. C'est un gros film un peu à la con, hein. Attention. Mais c'est pas juste une bouse Netflix d'action dégueulasse, sans travail. Il y a des idées de mise en scène, il y a des, évidemment, fusils Chekhov, il y a un peu d'émotion nulle, hein, mais tu vois, il assume le délire. Genre, le film, il sait ce qu'il est, il assume, il a pas des prétentions d'être émouvant, touchant, formellement iconique, je sais pas quoi. Non, juste, écoute, robot géant, c'est un kiff, et c'est sérieux, c'est premier degré, hein. Il y a pas de comédie, il y a un petit peu de trucs blagues à droite à gauche, mais c'est premier degré, quoi. Et c'est fun. Voilà, c'est fun. Faut assumer le délire, c'est peut-être un peu trop long, c'est pas dingue objectivement, mais je me suis éclaté. Petit kiff devant ce projet. Et Alan Richardson, franchement, il joue bien, quoi. Pour ce que c'est, encore une fois, il s'éclate. C'est des militaires américains qui se font fusiller par un robot géant alien et lui qui essaie de s'en débarrasser. Mortel, n'est-ce pas? Voilà, donc honnêtement, je peux vous le conseiller. J'ai vu Blue Moon parce que Ethan Hawke faisait partie des gens nommés à l'Oscar avec les autres acteurs, donc les Oscars qui ont eu lieu cette semaine. Et Blue Moon, ça raconte l'histoire d'un compositeur de musique qui fait plein de choses, des chansons, du théâtre et tout, qui s'est séparé de son acolyte de travail depuis des décennies, quoi. Et son acolyte, première œuvre post-séparation, va écrire Oklahoma. Oklahoma, c'est l'un des spectacles les plus connus aux États-Unis. C'est un énorme succès, c'est joué depuis des décennies évidemment. Et bah lui, en tant que petit bonhomme, Ethan Hawke, un peu jaloux, mais talentueux, et en même temps un peu amoureux d'une meuf de 20 ans, il le vit un peu mal, quoi. Il devrait pas boire, mais il boit. Il fait un peu n'importe quoi. C'est une sorte de huis clos réalisé par Richard Linklater qui va raconter l'histoire de comment ce mec-là va vivre ses émotions, va vivre ce qu'il ressent, va s'opposer à plein de choses différentes. Et c'est un débat sur l'art, sur la place de l'homme dans la société, sur l'impact de ce genre d'émotions artistiques, sur comment est-ce qu'on navigue nos sentiments, nos envies, qui il est, ce qu'il veut être et tout. Est-ce qu'il va coucher avec cette meuf de 20 ans? Est-ce qu'il a une chance? Est-ce que cette meuf le manipule? Bref, il y a tout un débat sur ça. Tout le monde joue bien pour le coup, que ce soit Andrew Scott, Margaret Qualley, Ethan Hawke. Je comprends la nomination d'Ethan Hawke à l'Oscar parce qu'en fait, il en fait des caisses. Il parle pendant 2 heures, un peu moins, c'est 1 heure et quelques, mais il parle constamment. C'est son film. Il fait que parler, que parler, que parler. Et c'est un truc qui doit plaire à Ethan Hawke parce que forcément, Linklater, c'est son copain depuis 30 ans déjà. Ils ont fait plein de films ensemble. Mais surtout que ça parle tellement d'art tout le temps, de comment on la voit, du côté business, marketing, du fait de manipuler des œuvres, s'adapter. Au fait, c'est bien. Objectivement, c'est un bon film. C'est sympathique. C'est un huis clos. Vraiment d'un mec un peu barré qui se donne à fond et tout. Ouais, c'est rigolo, c'est fun, il y a des idées sur le huis clos de comment ils vont gérer l'espace et tout. Linklater, c'est un réalisateur, bah voilà, qui a du talent, qui sait bien faire. Ça se voit qu'ils ont fait ce film vite fait, c'est pour ça qu'il a sorti 2 films cette année, genre Nouvelle Vague. Bah ça se voit que Linklater, il a bossé Nouvelle Vague à fond. Là, c'est un petit huis clos sympathique, ça a dû être tourné assez rapidement. Tout le monde joue bien, tout le monde s'éclate, c'est un peu touchant, c'est un peu mignon.
oui, c'est cool, mais rien à dire de vraiment intéressant. C'est voilà, un truc introspectif sur sa vie, sur qui il est, comment il va changer, comment il va évoluer, comment il va devenir une meilleure personne ou une moins bonne personne. Voilà, c'est un peu la fin de sa vie. De toute façon, il meurt au début du film, hein. C'est le principe, il meurt et on voit genre vraiment les derniers moments de sa vie. Il meurt d'une maladie, mais il y a l'alcoolisme et tout. C'est cool, franchement, c'est cool. Ce genre de projet sympathique, un peu oubliable, mais objectivement, je pense aussi bien efficace, même si je ne sais pas vous en rappeler. Ensuite, j'ai vu Pylon ou Pylon, je sais pas comment on dit exactement, qui est donc un film assez rigolo, parce que ça raconte l'histoire d'un homme, une sorte de twink, disons les choses comme ça. Je sais pas si c'est twink, c'est homophobe comme terme, mais voilà, je l'ai dit, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est une sorte de mec qui est en quête identitaire, qui se recherche dans la vie, il vit avec ses parents et tout, et il tombe sur un mec qui va le soumettre. Il va le soumettre d'un point de vue romantique, d'un point de vue sexuel, et il va se faire bousiller par ce mec là quoi, d'un point de vue de tous les points de vue. Voilà, il va se faire bousiller mentalement, il va se faire bousiller sexuellement. C'est un mec qui va rejoindre un gang de bikers dont ce mec là fait partie, et c'est super comme film. Alors il y a beaucoup de nudité homosexuelle, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de pénis, voilà, c'est graphique comme film, disons les choses, mais c'est un film sur, oui, un rite initiatique, sur la liberté, sur l'amour. C'est super bien comme film, parce qu'en fait, c'est un mec qui vit une vie un peu, tu sais, genre presque chrétienne, il fait des chansons de Noël dans un bar, il demande un peu de l'argent pour un peu vivre, il est un petit peu perdu, il a rien d'excitant dans sa vie, et on rencontre ce mec qui est un biker enragé homo, qui va le soumettre, quoi. Il aime bien être soumis. Genre ça lui fait plaisir, il kiffe être soumis, il est moins respecté que le chien de ce mec-là. Il y a plein de petits moments comme ça où au fait, bah, ils évoluent, et le mec il comprend sa situation de soumission, il commence un peu à se révolter, et en même temps il a pas envie de se révolter car c'est le deal de la relation, c'est 100% consenti, hein. Il n'y a pas de viol, de choses comme ça, c'est une relation d'homme consenti avec le bottom et le top, quand on va dire entre guillemets, et bah lui qui kiffe se faire soumettre. Et du coup il y a un truc intéressant sur lui, qui aime se faire soumettre et qui apprend à ne plus l'être, et en même temps qui apprend à savoir ce qu'il aime dans la vie, et t'as l'impression qu'aussi il découvre l'homosexualité mais pas trop, et en même temps bah lui c'est un biker qui veut pas s'attacher aux gens, qui est toujours avec sa moto, son chien, musclé, beau gosse. Bon voilà, il est super l'acteur aussi, enfin les deux sont géniaux, mais c'est vraiment une ode à une sorte de liberté, à une sorte d'envie d'aimer, de se donner à fond dans la vie, d'être une bonne personne, vraiment de trouver l'amour. C'est en même temps feel good et un petit peu crade à certains moments. Il y a plein de moments comme ça où c'est à la fois mignon, romantique, et même dans la soumission, c'est pas vu de manière négative, c'est vu de manière vraiment, je trouve, romantique presque à certains moments, parce que c'est jamais méchant, c'est purement contractuel entre guillemets, et en même temps il découvre une sorte de liberté des bikers et tout. En fait c'est vraiment une ode au fait de partir, de bouger, de vivre, d'aimer, de tenter des choses, d'expérimenter. C'est trop bien comme film. Franchement, moi j'étais conquis par l'œuvre, j'étais conquis par ce que devenaient ces personnages. La vie est belle, quoi. D'un certain point de vue, quand tu regardes ce film, c'est un côté qui est vraiment, oui, très chaleureux et en même temps un peu ravagé sexuellement et un peu bizarre. Je sais pas si c'est vraiment consenti à certains moments, mais ça l'est en réalité. Mais c'est juste leur délire. Il y a un truc, mais forcément BDSM à fond tout le long dans cette manipulation, dans ce sexe. Il y a un conflit entre plusieurs mondes. Les parents de cet homme-là, ils vont rencontrer son copain, mais son copain le soumet et les parents ils aiment pas ça, donc il y a plein de trucs comme ça où je me dis c'est assez intelligent dans la manière dont ça travaille ce genre de choses. Il y a pas mal d'idées de mise en scène sur la solitude, sur le couple, sur l'évolution de ces gens-là, et les deux là, le duo, mais génial quoi, ils sont super. Donc Pylon ou Pylon, je sais pas comment on dit, c'est un super film que je ne peux que vous conseiller. C'est génial, il est en salle actuellement. Et vous pouvez le trouver sinon sur internet partout, mais allez-y en salle, hein. C'est vraiment trop cool et vous allez, croyez-moi, adorer. Un petit point série avec la saison 4 d'Industry. Vous savez que moi j'adore Industry, c'est l'une de mes séries préférées en cours, hein. Et pour le coup il y aura une dernière et 5e saison, et j'aime beaucoup comment Industry a mûri depuis sa première saison qui était vraiment plus jeune, teenage et tout, et là c'est sérieux. Franchement, c'est saison 4, elle est certes en dessous de la saison 3, on est d'accord sur ça, car elle est un peu bordélique. Il y a beaucoup d'intrigues, elle se concentre certes sur l'art du storytelling. En fait, c'est intéressant parce que tout est décidé parce que les gens se racontent des histoires. Alors oui, ça parle de marché financier et tout, mais ils manipulent les marchés avec des histoires, mais en même temps des relations de pouvoir entre eux. Tout est une question de domination et de narration, et ça j'aime beaucoup. Et c'est une série qui a beaucoup évolué par rapport à ça, parce qu'avant il y a des histoires de drogue, de MeToo, tout ça, mais maintenant le sexe, c'est une arme, c'est vraiment un truc politique, un truc économique de plus en plus. Ils vont à fond dans le côté médiatique, dans le côté, oui, il y a des partis sur le Royaume-Uni, hein, donc ils parlent de ces partis, des gens qui font partie de ces partis et tout. Le contrôle, il est devenu essentiel pour gagner. C'est vraiment que des gens qui font des alliances, ils essaient de se manipuler, ils mentent et tout constamment pour gagner le contrôle l'un sur l'autre. La morale, elle est clairement abandonnée pour le travail, pour l'économie, surtout avec des personnages comme Yasmine. Genre à la fin de son intrigue,
dans cette saison, tu dis waouh, enfin, il colle tellement bien à l'actualité, et en même temps, c'est méga glauque, elle dégoûte clairement à la fin de cette saison, mais en même temps, tu comprends pourquoi ils ont fait ce choix. Les aristocrates comme Henry, qu'on voit ici sur l'image, évidemment le personnage de Kit Harington, et leur tendance dépressive, ils veulent être de droite ou d'extrême droite juste pour l'argent, la fame, et des députés, c'est utilisé contre lui, et l'intimité elle-même est utilisée contre tout le monde, quoi. Ça devient une arme, qu'elle soit émotionnelle ou sexuelle, elle est vraiment utilisée pour des intérêts personnels, et j'adore ça. Alors oui, il y a un truc sur la corruption qui est cool, le lien entre la politique, la finance, les médias, la tech. Il y a une intrigue avec Tender, qui est une sorte de nouvelle boîte, qui est hyper bien faite parce qu'il y a un contexte un peu de tradition versus modernité, et comment on utilise le monde d'aujourd'hui pour arriver à ses fins, et c'est marqué par l'utilisation des femmes. Genre les femmes, elles sont hyper importantes parce qu'elles sont toutes manipulées, il n'y en a aucune qui est libre, le patriarcat il triomphe de littéralement toutes les femmes, elles sont faussement libres, elles ont l'impression d'être, mais elles sont pas du tout. C'est un système qui est contrôlé par des vieux hommes blancs, et c'est hyper intelligent. Maintenant, le souci, c'est que vraiment, il y a une vraie ébullition de plein d'intrigues. Il y a trop d'intrigues. C'est le bordel. Il y a 8 épisodes. T'as l'impression que chaque épisode, c'est genre un arc narratif, mais hyper compliqué, hyper bien fait, certes. Mais il y a trop de personnages, il y a trop d'intrigues. Et à la fin de la saison, tu te dis, attendez, stop. Enfin, là, c'est la fin de la saison, là. Il reste pas genre la moitié des intrigues à développer, à finir et tout. Non. Non, parce que c'est pas le sujet de l'œuvre, et ça va un peu dans tous les sens. Il y a des twists, des enjeux et tout, mais il y a quand même des moments qui sont un peu décevants. L'intrigue du journaliste elle est décevante, l'intrigue de Richie elle est décevante, je trouve, surtout vu le personnage. Objectivement, c'est moins bien que la 3, mais ça reste la deuxième meilleure saison des 4 parce que ça mûrit, c'est vraiment le terme, hein, ça joue à fond sur des sujets d'actualité sérieux et tout, et c'est génial de ce point de vue-là. Par contre, oui, c'est bien plus problématique dans l'équilibre des intrigues, dans comment ça raconte certaines histoires. Par contre, je pense que la fin, crescendo, ça va y aller à fond. Mais là, ils ont conclu certains arcs, tu vois qu'il y a des personnages qui vont clairement pas revenir, hein, pour le coup, et ils les ont bien conclus, mais c'est vrai qu'on dirait une saison fourre-tout, comme si c'était pas sûr qu'elle allait avoir une suite. Moi, je l'ai vu un peu vu comme ça, on dirait une saison vraiment de fin, et on leur a dit à la fin, ah bah tiens, il y aura peut-être une dernière saison. Et du coup, ils sont là, ok, faut qu'on redéveloppe des trucs et tout. Donc ça conclut beaucoup de choses, et la fin te relance vers un truc, mais ça pourrait aussi finir ici, quoi. Donc c'est vraiment particulier, on dirait la fin mais pas trop. La 5ème, je pense qu'il va vraiment tout conclure comme il faut. Elle est bien, franchement Industry je vous conseille, si vous avez toujours pas vu Industry, c'est génial, ça mérite d'être vu. Et on reste sur HBO Max avec Primal. Primal, c'est la série de Genndy Tartakovsky que vous connaissez pour Clone Wars, la série de base, hein, de 2003, pas la série Clone Wars qui a eu 7 saisons, celle à l'époque qui est disponible sur Disney+, sur 2 films, que vous connaissez pour Primal saison 1 et 2, forcément que vous connaissez pour Hotel Transylvanie, que vous connaissez pour Samurai Jack, Laboratoire de Dexter, bref c'est un mec qui moi m'a suivi un peu toute ma vie, hein, en réalité. Et Primal, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de un mec de la préhistoire, un homme de Cro-Magnon, et en même temps un dinosaure qui vont faire équipe pour tabasser des monstres, grosso modo, pour vivre dans ce monde. En fait, c'est un monde qui est à la fois préhistorique et fantastique, avec des peuples, des civilisations, mais aussi des monstres. Et cette saison 3, elle va parler d'un personnage qui est cette fois-ci un zombie, et il va essayer de redécouvrir la vie en étant un zombie, et il se tabasse avec plein de monstres. Et c'est une série qui a... Dans la saison 2, avait un peu de dialogue, mais dans la saison 1 et 3, il n'y a aucun dialogue, quoi. Il n'y a rien. C'est narration visuelle tout le long, c'est contemplatif et en même temps c'est bourrin d'action, c'est violent, il y a du sang, il y a des exécutions et tout. C'est méga trash pour ce que c'est, encore une fois. Et c'est un kiff. Alors cette saison-là, putain, mais quel kiff. Parce que tu suis un décérébré, enfin il a un cerveau pour le coup, mais tu suis un zombie qui est un peu bête, quoi. Tu sais, il avance et tout, et il se tabasse. Et c'est genre 10 épisodes de gens qui se tabassent, mais t'as plein d'idées de mise en scène, t'as plein d'idées sur l'action, sur la violence, il y a plein de symboles et tout. C'est super bien fait. Honnêtement, j'ai grave kiffé cette saison. Je me suis éclaté, mais chaque épisode, je me suis dit, mais ils sont complètement fous, quoi. T'as un épisode, il va se tabasser avec genre 3-4 lions, comme ça. Mais en plus, ça va dans des univers genre différents, avec plein d'inspirations, de plein de cultures différentes. En fait, c'est un gros kiff de se taper cette série. Il y a plein de personnages qui sont bien gérés. T'as le retour de certains peuples, mais sans les dialogues. Et c'est moins focus sur les relations de ton personnage et plus focus sur la bagarre. Mais du coup, la bagarre raconte les relations des personnages. Et Primal saison 3, génial, hein. Franchement, si vous l'avez pas vu Primal, si vous aimez ce genre d'œuvre, vous allez adorer parce que c'est trop bien. Et le gros film de cette vidéo et de la semaine, c'est évidemment Les Rayons et les Ombres, l'énorme film français de 3h20 qui raconte l'histoire d'un collabo. Et oui, ça change. Ça qui est intéressant, c'est que c'est 3h20 de Jean Dujardin, qui interprète un personnage qui s'appelle Jean aussi, qui va collaborer avec les nazis. Et c'est l'histoire du film. Alors, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y aura 2 intrigues principales. Il y aura celle donc de l'après Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, qui va vous montrer justement Jean Dujardin qui est pour le dialogue avec les Allemands et l'entraide avec les Allemands. Lui, son idée, c'est que on a fait du mal aux Allemands, on a gagné la guerre et on a mis trop de restrictions
sur eux, il faut communiquer, dialoguer avec eux et non pas les enfermer dans un truc un peu nationaliste. Il faut être ouvert. Donc ça part d'un bon sentiment, l'idée de se dire ok, les Allemands ne sont plus nos ennemis, il faut collaborer, dialoguer. Il va se faire un ami allemand qui parle très bien français d'ailleurs, et ils vont commencer à échanger, ils vont se voir à travers les décennies, j'ai envie de dire, être copains. Et Jean Dujardin, il a un journal, c'est littéralement son métier, mais il marche pas très bien son journal. Vraiment, il galère, il cherche des contacts, des subventions, lui il vit au-dessus de ses moyens, clairement, parce que c'est comme ça qu'il compte avoir des contacts aussi, quoi. Prétendre être un peu riche. Et donc voilà, il essaie d'avoir un journal qui parle de plein de choses différentes. C'est un journal un peu de centriste, c'est comme ça qu'il s'identifie. C'est un mec qui parle autant à la gauche qu'à la droite, quoi. C'est comme ça que lui le voit. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. C'est la manière dont le film va parler de ça, quoi. Il va parler de comment la collaboration se crée, pourquoi, comment, et déconstruire un peu le mythe. C'est pas un film sur les résistants, donc ça change premièrement. Et en même temps, il y a une intrigue donc de Jean Dujardin, lui et son ami allemand, qui va devenir un nazi, forcément, parce que c'est ça l'idée. Hein, il va collaborer avec un nazi, il va devenir ambassadeur, et c'est le lien entre son journal et le mec ambassadeur, et comment les nazis vont aider son journal, et c'est pour ça qu'il va collaborer. C'est pas un spoil, c'est le concept. Et en même temps, sa fille qui veut être actrice. Donc elle est complètement déconnectée de ce milieu-là et veut juste être actrice, faire sa vie et tout. Les études, c'est pas pour elle, elle a arrêté le lycée et veut juste percer. Et forcément, pour percer en tant qu'actrice, il faut que ton père ait des contacts aussi, faut qu'il t'aide, faut qu'il ait de l'argent, du luxe et tout. Mais elle veut percer en tant qu'actrice, mais elle est déconnectée, elle est innocente, c'est pas une collabo, elle. Sauf que forcément, quand tu traînes avec des collabos, ton père est collabo, t'es un peu une collabo. Et ce qui est fascinant dans le film, c'est le point de vue que je trouve génial de ce mec-là, Jean, qui littéralement se dit « Moi, je suis un centriste, et en tant que centriste, je dois dialoguer avec l'extrême droite. » Et quand il dit dialoguer, c'est les aider. Il va parler avec eux constamment. Le dialogue va mener à encore plus de dialogue, et plus Hitler va devenir méchant et mauvais, plus il va continuer à dialoguer avec eux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le dialogue. Et la critique de l'œuvre, elle est là. C'est littéralement les centristes qui sont prêts à faire du business et à dialoguer avec l'extrême droite et les nazis, parce qu'en fait, tu vois l'évolution, ça se passe sur plusieurs années, tu vois l'évolution, c'est-à-dire qu'au début, c'est l'extrême droite, Hitler et tout, il n'y avait pas ces plans antisémites. Alors oui, il y avait Mein Kampf, ils en parlent, les juifs, tout ça, d'accord, mais en même temps, lui, il se dit, c'est rien, c'est un peu antisémite, mais ça va. Et il continue, et il est dans le déni. Plus il avance, plus ça devient antisémite, alors qu'il a la famille juive, en plus, ce mec, plus il accepte. Pourquoi ? Pour le business. Et ça qui est intéressant et ce qui résonne beaucoup aujourd'hui dans notre monde à nous, c'est les centristes qui mettent main dans la main avec les nazis, avec l'extrême droite. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. C'est pour ça que moi je suis plus un centriste. C'est quand j'ai vu Macron dire à l'extrême droite, je suis capable de bosser avec vous parce que c'est mieux que l'extrême gauche, moi je me suis dit c'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi maintenant je vote bien plus à gauche qu'avant. C'est à cause de gens comme Jean, littéralement. C'est une sorte de Macron, quoi. C'est le mec qui se dit ok, je suis un centriste et je discute avec l'extrême droite parce que le business est meilleur avec eux. Et c'est à cause de ça que Hitler gagne et qu'il arrive au pouvoir et il trahit la France. Et même sous occupation, le mec va bosser avec les nazis. Pourquoi ? Parce que ils vont le subventionner, il va avoir plus d'argent, ce genre de choses. En fait, pour ses intérêts économiques, il va s'allier aux nazis et par pure volonté mentale de dialoguer. Le film dit ça. Il dit ok, ces gens-là, comme Jean, sont dangereux et des collabos. Pourquoi ? Car ils acceptent de dialoguer avec les nazis. Malheureusement, ensuite, vous regardez des interviews du réalisateur, Xavier Giannoli, qui a fait un super film, Les Illusions perdues, récemment, qui était génial pour le coup. J'ai bien aimé, j'ai rattrapé il y a pas si longtemps que ça. Et tu l'écoutes et il dit qu'au fait, l'extrême droite, c'est Mélenchon. Bon, ok, d'accord. Oublions ce qu'a dit le réalisateur. On va se concentrer sur ce que dit son film. Et je trouve que cette approche-là, de prendre un mec qui veut juste dialoguer et de le rendre méchant et collabo et nazi, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc c'est un film qui est vraiment d'actualité, qui est hyper intéressant. Et en même temps, le point de vue de la fille, elle fait juste sa vie, quoi. Mais forcément, elle s'intéresse sans le vouloir à ce qui se passe, mais jamais elle se remet en question. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, il y a des collabos qui bossent sans être antisémites. Genre, le mec est pas antisémite, hein. Le mec, il a la famille juive, juste il pense business. Du coup, en pensant business, il est prêt à accepter Hitler. C'est ça sa mentalité au mec. Horrible. Horrible. Mais bon, vu qu'il pense trop business, dépenses et tout, il a son ami et tout, et voilà. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que justement, son ami, Auguste Diel, un super acteur, il y a une vraie amitié. Genre, oui, lui, c'est un collabo, c'est un nazi, et le film n'est pas du tout pro-collabo, pro-nazi. Attention, au contraire, il critique ça fortement. Il y a tout un passage à la fin où ça dit à haute voix que c'est pas bien, et je trouve que ce passage est d'ailleurs assez génial avec une sorte de procureur. C'est un super passage, alors c'est trop explicatif, mais c'est un super passage, les gens qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Mais justement, en fait, ce qui est bien, c'est que on comprend pourquoi c'est un collabo, on comprend genre les étapes de la collaboration, et le film te dit, toi tu n'aurais pas fait ça. Parce que pour faire ce que Jean fait,
c'est pas juste de la collaboration de bas étage, en mode t'as pas le choix parce qu'on a mis un gun sur ta tempe et tout. Le mec, il réfléchit à comment mieux collaborer. Le mec, il prépare des plans pour mieux collaborer parce que ça l'arrange. Donc le mec est conscient. Mais en même temps, bah il le fait quand même. Il sait que c'est pas bien. Mais même le nazi, hein, il sait que c'est pas bien. Le nazi, à moi, il y a une phrase où il dit « Ouais, c'est ma conscience qui va payer ». En fait, les deux, ils savent qu'ils vont mourir. Les deux, ils savent qu'ils vont perdre la guerre. Les deux, ils savent qu'ils vont être jugés un jour. Ils le savent. Mais ils le font quand même. Et je trouve ça fascinant. Alors Jean, il est malade. Il a la tuberculose, donc il va mourir dans tous les cas. Mais je trouve que c'est fascinant comme concept, comme idée de film. Et c'est génial, quoi. Et en plus, vu que c'est des vrais amis, tu crois à leur amitié. Et c'est intéressant d'avoir un film où tu suis un nazi et un collabo et que tu crois à leur amitié et que ce soit une chose qui est assez belle dans le film. Attention, parce que belle ne veut pas dire l'accepter et ne pas la juger. On les juge, c'est deux fils de pute, hein, nazi et collabo. Mais il y a un truc solennel et humain dans la relation où les deux s'entraident par amitié plus que par intérêt personnel. Et ça, c'est un truc qui est assez beau. Et moi, j'aime bien qu'on humanise des ordures aussi parce que ça fait comprendre qu'en fait, tous les humains sont capables d'être des nazis et d'être des collabos. Et je trouve que la manière dont le film est traité, la manière dont le film raconte tout ça, c'est hyper fort. Alors, il y a des problèmes, je trouve, surtout... Il y a un truc sur Pétain qui est un peu bizarre par rapport au film où genre Pétain, il est pas montré comme vraiment méchant dans le film. Il y a une phrase où on dirait que Pétain, il est en train de ralentir Hitler, la fameuse méthode du bouclier, évidemment. C'est un peu bizarre pour le coup cette idée sur Pétain, mais globalement Pétain reste critiqué. Mais il y a quand même une scène où Pétain est vu de manière un peu positive, ce qui est très très bizarre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a un contexte qui est posé. Ça va passer de l'aristocratie aux nazis, au collabo, au journal, et ça parle de journal, ça parle de médias. Il y a plein de plans qui sont comme ça, parce que la mise en scène, je la trouve vraiment efficace sur comment traiter l'information, comment traiter la conscience. Il y a un plan qui revient beaucoup, une sorte de leitmotiv, disons, visuel, qui revient beaucoup par rapport à Jean qui est devant un journal et à l'imprimerie. Mais sauf qu'en fait, lui, il imprime de la propagande. Il imprime des choses antisémites. Tu vois, le mec, il s'en fout, il est même pas antisémite, hein. Mais il le devient par la propagation d'idées antisémites. Là où il y a une sorte de bourrage de crâne des nazis, il y a la propagande des médias, et il y a un vrai travail sur les médias. Sur la radio, sur le journal, comment ça manipule les gens. Et son ami nazi, il devient vraiment nazi. Il devient vraiment antisémite. Et il a cette réflexion dans le film que je trouve assez intelligente. Il dit, mais tu sais qu'à l'époque, j'étais pas antisémite. Mais maintenant, j'y crois. Et c'est tout un processus. C'est pour ça que le film, il mérite de durer 3 heures. C'est que c'est tout un processus qui est lent, qui est mécanique et qui est documenté et surtout organisé pour créer de la propagande. Et on voit l'impact de la propagande. On voit pas comment toujours c'est fait, mais on voit la fin de la propagande. On voit l'impact. Ok, ce mec-là est devenu un vrai nazi. Alors que c'était pas un nazi à la base, hein. C'était un mec normal, entre guillemets. Il traînait avec d'ailleurs des associations pas antisémites. La Lika et des genres de choses qui se battaient pour justement respecter les personnes juives et contre l'antisémitisme. Mais ils deviennent, ou par business, ou par pure propagande, des nazis, des antisémites, des suprémacistes blancs. Ils parlent plein de fois de ça, la pureté de la race et tout, mais ils y croient pas. Ils y croient pas, alors sauf le nazi qui commence à y croire, mais les gens y croient pas. Mais il est dans cette boucle infernale où il pense argent, business, drogue, alcool, femme et tout. Il est dans un couple libre. C'est fascinant comment ils ont réussi à dresser un visuel de la France qui devient collabo de manière volontaire. En même temps, des Allemands qui tombent dans la propagande nazie, hitlérienne, et en même temps, les médias qui manipulent les gens, et cette jeune femme qui, elle, est au courant en réalité. Mais vu que ça l'arrange pour son travail, elle ne dit rien. Il y a une phrase qui est géniale. On lui pose la question à cette femme, est-ce qu'elle a cherché à savoir? Parce qu'ils vont souvent dire des choses en mode, on savait pas qu'il y avait des camps et tout, mais ils ont pas voulu savoir. Et c'est fascinant. Et ce procureur à la fin, qui, sans spoiler évidemment, qui a un super discours sur est-ce qu'on aurait fait ça aussi? Et la réponse est que en fait, nous, on l'aurait pas fait parce que tout ce qu'il fait dans le film, c'est tellement long. C'est sur des années et des années. Et il comprend ce qu'il fait, il en est conscient, mais il le fait quand même. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est voir est-ce que nous, on serait capable de faire ça aussi en tant que peuple? Est-ce qu'on serait pour les nazis pour des intérêts économiques, pour des intérêts business? Et justement, c'est ça qui est reproché à ces gens-là, c'est ça qui est reproché critiqué dans le film, c'est ces putains de centristes qui choisissent les nazis par pur avantage économique. Et ça, c'est assez bien fait dans le film. En termes de mise en scène, je trouve qu'il a pas mal d'idées, justement, sur ce truc identitaire entre les gens un peu qui se perdent, les reflets et le cinéma. Parce que je parle des journaux et tout, mais le cinéma est hyper important parce qu'elle est actrice et joue dans des films et tout. Des films pas forcément de propagande en plus d'ailleurs, même s'il y en a un petit peu. Et le cinéma est important parce que le cinéma, c'est le reflet d'un monde, d'un moment, d'un instant. Il y a une phrase qui vient sur l'innocence beaucoup de fois dans le film. En fait, le cinéma permet d'évaluer un peu une situation, créer une sorte de capsule, aussi l'évasion, mais en même temps, il y a une prison par rapport au cinéma que j'ai pas envie de spoiler. C'est un film qui est assez fascinant sur ça, qui a pas mal d'idées sur comment gérer ces différents milieux. Le gros souci, c'est qu'en fait, c'est 3h20, t'enlèves facile 20 minutes, premièrement.
Il y a toute une intrigue sur la tuberculose de la fille, c'est pas un spoil encore une fois, qui dure longtemps. Et ça arrive à un ventre mou avant le climax du film et tu dis ok, c'est bon. En fait, le film est assez engageant parce qu'en fait, c'est un peu montré pas en documentaire parce que c'est très fiction et tout. Mais en fait, voilà, c'est une suite d'événements. Ça fait pas trop Wikipédia, c'est assez solennel dans les interactions. Ça avance en même temps. Il y a des indicateurs de temps. T'es jamais perdu. C'est bien fait. Il y a un travail sur la photo. Les acteurs sont géniaux. Jean Dujardin, il est top. Enfin, tous les acteurs sont très très bien. Pour le coup, Augustiel, il évolue bien. Tu vois sa transformation en nazi. C'est vraiment bien fait. Le truc qui est un peu problématique, c'est que vraiment c'est parfois un peu rushé, et parfois il y a ce truc où il y a des intrigues, c'est un peu long, surtout celle de la tuberculose, et pour moi il y a quelques problèmes de rythme qui gâchent un peu certains élans qu'a le film, et tu dis à certains moments, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire de Jean, c'est lui, le mec qui devient un collabo, et tu passes beaucoup de temps avec la fille mine de rien, mais c'est important de montrer la fille aussi, parce que forcément elle, il faut montrer son innocence, et t'as tout un passage qui se passe après, qui se passe post-Seconde Guerre mondiale, qui est assez intéressant aussi sur comment on traite les gens qui ont collaboré. Alors lui est mort, hein, c'est pas un spoil. C'est la première scène du film, on t'explique qu'il s'est fait flinguer. C'est l'histoire. Et t'as envie de savoir pourquoi il s'est fait flinguer. C'est genre la première scène du film, hein, c'est pas du tout un spoil. Et c'est ça le concept de l'œuvre. C'est de comprendre, ok, c'est un collabo, pourquoi, comment, est-ce qu'il le savait et tout. C'est génial. Mais oui, il y a un truc un peu approximatif sur certaines intrigues qui traînent un peu en longueur, je trouve. Et je trouve aussi qu'il y a une sorte de manque d'élan à certains moments où tu dis, ok, tu sais pas à quel moment t'arrives à la fin, quoi. Tu sais pas à quel moment c'est le climax, tu sais pas... Bon, à un moment, il y a les Américains qui arrivent, tu comprends quoi. Mais il y a ce truc où tu sais pas trop dans quelle direction va le film, tu as l'impression qu'il se répète un petit peu, et au lieu de se concentrer sur l'histoire, parce qu'en fait quand ça parle d'histoire, quand ça parle de collaboration, quand ça parle de petites choses qui montrent la collaboration et le côté le plus sale de la France des temps sombres, c'est génial. Mais quand c'est trop personnel, sur les intrigues entre ah, cette meuf elle va marier tel mec qui est un gangster, ah bah elle va peut-être épouser un Autrichien, elle est en couple libre et tout. En fait, bon, c'est moins intéressant, c'est moins fascinant, mais ça critique les classes sociales, ça critique ces aristocrates, ça critique plein de choses de manière intelligente, la manière dont les gens collaborent, et je suis assez étonné à quel point ce film est d'actualité, quoi, parce qu'on a une montée de l'extrême droite qui est très forte, et le film dit ouvertement, genre nous on est de gauche, voire de centre-gauche, il se proclame de centre en réalité, et on va collaborer avec l'extrême droite pour le pognon, quoi. Et j'étais étonné de voir ça dans le film, et je comprends pourquoi le film est fait. Alors après, le réalisateur, il a pas dit ça, il a dit c'est la faute de Mélenchon. Bon, peu importe. Mais en tout cas, le film en question, il est quand même assez strict, sévère. J'ai vu Libération qui a fait un article en disant que c'est un film qui est genre 195 minutes d'hommage à des collabos. Alors, désolé de vous le dire, mais à aucun moment, quoi. Franchement, là, c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'en fait, tu suis des gens qui sont dégueulasses. Et justement, avoir des protagonistes qui sont horribles, genre des collabos et des nazis, et en même temps trouver un truc un peu humain, il y a une vraie humanité en eux, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des humains. Et je pense que c'est important de ne pas les déshumaniser non plus, parce que c'est des humains qui ont fait ça, c'est des humains qui ont collaboré. Et ça, c'est un film qui va passer en cours d'histoire pour les lycéens et tout, parce qu'il est super bien rythmé, mine de rien, à certains moments, et je pense que les gens vont pas s'ennuyer devant. C'est une grande œuvre, qui est trop longue aussi, j'avoue, mais voilà, c'est un truc qui résonne dans la France aujourd'hui. On est matrixé en France par la résistance et tout, mais la majorité des gens, ils n'étaient pas résistants, hein. Beaucoup étaient collabos, les femmes aussi, elles couchent avec des nazis et tout. Il y a tout un délire sur ça, et en fait le film il va être hyper intéressant quand il va pointer des choses de l'histoire. Il va dire, ah bah tiens, elle magouille, c'était des femmes qui faisaient ça et ça, lui il faisait ça parce que ça. Bon, il y a des trucs où même le personnage principal, il va autoriser la résistance. Il est pas contre ça en réalité, mais juste que lui il fait son business, c'est tout. Et c'est ça qui est pire, c'est qu'en fait le mec, il va faire des choses horribles, faire de la propagande nazie, et en même temps il va un peu aider des juifs. Et c'est critiqué. J'adore ça. En fait, il y a plein de trucs comme ça où tu dis, putain, le film, il a tapé sur un truc de manière intelligente, sérieuse, complexe moralement, parce que c'est comme un mec qui, tu vois, il est pas mauvais en soi. En tout cas, s'il l'est, parce qu'il fait la propagande nazie à partir d'un moment, mais il est pas mauvais. Tu sais qu'il y a un truc en lui qui est bon, quoi. Mais il fait quand même les mauvais choix, pour plein de raisons différentes. Et c'est une personne horrible, fatalement. Mais justement, avoir cette complexité, cette humanité, je trouve que c'est important dans une œuvre comme ça, parce que justement, c'est important de parler des humains qui font des atrocités et comment ces atrocités se propagent dans un pays, comment on en parle. Et quand le mec, bah voilà, il y a des résistants qui vont le voir à certains moments, ce genre de choses, bah oui, tu ressens rien de négatif par rapport à lui, enfin tu t'es pas coupable. Et oui, il fait des choses horribles. Bah oui, tu vas pas te sentir mal quand il va se faire buter au début du film, et au début du film, c'est pas ce qu'il a fait de mal, mais plus tard, quand il se passe des choses, tu te sens pas mal, tu te dis ok, bah il mérite un petit peu aussi, quoi. Et c'est fascinant de voir l'ébullition de la France, mais du point de vue d'un collabo, quoi. Parce qu'il vit dans le luxe, il vit dans la beauté. Les nazis, en même temps, jusqu'au dernier moment, ils croyaient qu'ils allaient gagner, quoi. C'est fascinant comme point de vue. Et je trouve qu'un film comme ça est vraiment cool. C'est imparfait comme film, je suis bien conscient. Politiquement, il y a peut-être des trucs à... Surtout les historiens, à peut-être creuser un petit peu
sur ce Pétain par exemple, où je trouve que c'est un peu bizarre, et certaines choses sur peut-être les passes droits, sur Vichy, sur De Gaulle, il y a des trucs un peu bizarres je trouve, peut-être moralement, mais je suis pas assez historien, mais moi je trouve que de ce que j'ai appris à l'école, je trouve que ça y va un peu, je sais pas, il est un peu critique de Gaulle, t'as l'impression, à certains moments, mais il est un peu pro-Pétain, pas le film, hein, mais certaines séquences un peu bizarres, à voir quoi, à voir, je suis pas historien, mais il y a des petits moments où tu dis, bon, bizarre de parler de Gaulle comme ça, bizarre de parler de Pétain comme ça, c'est très étrange, mais en tout cas, c'est fascinant de suivre le film comme ça, mais juste j'aurais aimé qu'il se concentre plus sur l'histoire et moins sur la relation avec la fille, parce que c'est aussi une histoire de père-fille, et c'est pas très bien je trouve de ce point de vue-là, c'est moins fascinant. En fait, tout ce qui concerne l'histoire, le passage du temps, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Tout ce qui concerne le passage du temps dans la relation père-fille, c'est moins intéressant, c'est moins fort, c'est moins marquant malheureusement. Ça existe, hein, mais voilà, c'est un film qui est bien sur l'histoire, qui est bien sur comment parler de cette époque, et qui est bien sur aussi comment on est devenu des collabos et comment on a perdu face aux nazis d'un point de vue idéologique. Pas tous, hein, mais les collabos et les êtres humains. Mais dès que ça parle d'émotions, de filles, de famille, ce genre de choses, c'est moins intéressant, moins pertinent, moins fort. Mais il y a des scènes mémorables, c'est bien joué, les visuels, ils sont assez géniaux, le film, il coûte cher et ça se voit, c'est un blockbuster. Je pense que ça mérite d'être vu pour le travail de mémoire, un peu négatif, parce que c'est des méchants qu'on suit. Je trouve que c'est une œuvre qui est intéressante, qui va marquer beaucoup de personnes et qui mérite quand même un certain regard. Mais bon, voilà, c'est 3h20, c'est pas pour tout le monde. Je pense pas que les jeunes vont aller voir ça, même si je conseille aux jeunes d'aller voir ça parce que c'est fascinant. Ils vont comprendre et je pense qu'étonnamment, sortir ça entre 2 élections municipales, c'est très rigolo. Mais surtout, c'est quand même assez osé, quoi. Un an des élections, parler comme ça de l'extrême droite, du centre. Bon, enfin, tu sors de ce film, tu dis c'est limite un film de gauchos, quoi. Parce que c'est les gauchos, c'est les seuls qui ont un peu résisté aux nazis dans le film. Vite fait, hein, c'est vite fait évoqué. C'est assez intéressant, quoi. En plus, ça parle justement de l'internationalisation du truc avec les Américains, les Russes et tout. Ça va assez loin, c'est bien, mais imparfait. C'est juste bien quand ça parle d'histoire, quoi. Le reste, c'est trop facile, c'est déjà vu, c'est pas très passionnant. Mais quand ça parle d'histoire, de sujets sérieux, politiques, les idées de mise en scène, sur comment on a enfermé ce mec dans la propagande, le travail qu'il y a sur la narration, parce que c'est quand même la fille qui raconte l'histoire de son père et tout. Il y a quand même de l'émotion, c'est bien joué, c'est formellement très bien. Voilà, c'est un bon gros film, important, juste imparfait. Mais je vous le conseille quand même parce qu'il m'a bien fait kiffer. J'y penserai pendant un moment, c'est très cool. Donc pour le travail de mémoire, pour la France vu d'un point de vue un peu différent, un peu macabre, ça vaut le coup. Et j'espère qu'il aura du succès parce que c'est un film important qui, je pense, va marquer beaucoup, peut-être en salle maintenant. Allez-y, parce que 3h20 en salle, c'est mieux de le voir en salle que plus tard. Donc je pense que ça vaut le détour et que vous allez vraiment être fasciné par l'œuvre. Donc oui, je vous la conseille. Voilà, désolé, je me suis un peu égaré vers la fin, j'ai beaucoup parlé. Dites-moi ce que vous pensez de ces films, les avez-vous adorés ou détestés? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast un peu partout. J'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.